Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes dont les projets vous feront découvrir toujours un peu plus de cet écosystème en plein essor. Cette semaine, on va parler d'un sujet qu'on n'a encore jamais vraiment abordé dans ce podcast, le design. Un mot qui englobe beaucoup de choses et qui a donné lieu depuis quelques années à une nouvelle discipline dans le monde des opérations, le design ops. Vous vous en doutez, ça m'intéresse beaucoup. Pour en parler, j'avais besoin d'une personne qui ait une vision un petit peu d'ensemble du sujet. J'ai donc invité Benoît Drouillat, président de l'association des designers interactifs, qui a gentiment accepté de me partager sa vision et son expérience sur ce vaste sujet. Allez, c'est parti. Bonjour Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast de Contournement. Tu es le président de l'association de designers interactifs et ensemble on va parler du sujet des design ops, c'est-à-dire tout ce qui est un peu organisé dans les équipes design pour permettre un meilleur fonctionnement et une meilleure collaboration notamment. Voilà, mais je te laisserai évidemment donner une définition probablement plus complète que la mienne. Voilà, en tout cas la première fois que j'ai entendu ce terme, j'étais un peu à la fois surpris et puis en même temps hyper content de voir que ce sujet des ops en fait concernait finalement et se retrouvait, on en parlait dans toutes les équipes d'un projet ou d'une boîte. Voilà, donc j'avais vraiment envie de documenter ça dans le podcast. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux en fait des designers qui sont à la fois très différents de celui que de potentiellement des sales, des RH, et bien qu'il y a beaucoup de choses du coup à apprendre aussi de la manière dont les ops, les opérations sont appliquées dans différentes disciplines. Et puis il y a aussi probablement d'ailleurs beaucoup de similarités. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on va voir dans cet épisode. Merci encore. Et puis pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors bonjour Alexis. Donc moi je suis à la fois président d'une association professionnelle qui s'appelle Designer Interactif, mais j'ai aussi une pratique de designer, puisque ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis dans le domaine du design. Donc j'ai travaillé beaucoup en agence et en tant que freelance, voilà, sur des projets qui touchaient beaucoup à la banque, à la finance, à des sujets, on va dire un petit peu plus corporate que ceux que je traite aujourd'hui. Et en fait, en 2018, j'ai basculé dans le monde du produit en rejoignant un éditeur de logiciels qui s'appelle OuDrive. Donc, juste pour présenter en quelques mots, OuDrive, c'est un éditeur en fait qui fait des solutions de collaboration qui sont sécurisées, qui s'adressent à des grandes entreprises qui ont besoin de protéger leurs données sensibles. Et au sein d'OuDrive, on a une équipe de 5-6 designers qui travaillent sur des périmètres de produits différents. Et à ce titre-là, donc moi je dirige l'équipe et je m'occupe de travailler à la fois bien sûr sur le management et sur la dimension aussi stratégie et de l'intégration du design chez OuDrive. Ok, super, merci pour cette présentation. Je pense que justement ça montre bien à quel point on va couvrir avec ce sujet des design ops finalement pas mal de choses assez transverses autour du design et pas que des choses très opérationnelles. Et je pense que moi-même, je connais quand même très mal ce métier au final, donc déjà je m'excuse par avance si je dis des bêtises par rapport au métier, mais je suis vraiment curieux d'en savoir plus sur comment ça fonctionne. J'ai une première question juste un petit peu par curiosité, mais pourquoi ce passage peut-être un peu entre le côté plus agence et le côté plus start-up ou boîte de la tech en tout cas comme NeoDrive? Alors, c'est vrai que les métiers du design, à l'origine, sont des métiers qui étaient plutôt des métiers de prestation, C'est-à-dire que pour travailler dans le design, depuis, on va dire, en particulier dans les métiers du design numérique, depuis le début, fin des années 90, début des années 2000, il fallait plutôt travailler en agence parce que c'était une pratique, le design, qui était très peu intégrée dans des entreprises, que ce soit des entreprises corporate ou que ce soit des entreprises tech ou des startups. Et en fait, avec l'évolution et la maturation aussi des métiers du design, ils ont commencé progressivement, lentement mais sûrement, à devenir des véritables sujets dans des entreprises qui sont plus tech. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est se développer énormément des équipes de design dans des contextes où le design n'intervenait pas auparavant. Et ça, c'est un vrai basculement de paradigme pour les designers. C'est que pour être designer, on n'est plus obligé d'être indépendant ou travailler dans un studio de design. On peut tout à fait faire carrière dans des grands groupes, dans des entreprises tech, des startups ou même des associations, dans le secteur public aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup de designers actuellement dans le secteur public.
Et oui, d'ailleurs, il y a tout un truc autour des designers d'intérêt général, je crois, dans chez Betagouv. Je sais pas si tu connais un petit peu Oui, ce... exactement. Bah, voilà, par exemple, les designers d'intérêt, général, donc s'occupent, de comment on pourrait, en fait, proposer une meilleure expérience, voilà, aux citoyens, hein, dans tous les domaines, imaginables des services de l'État. Et ils ont notamment, créé quelque chose qui s'appelle un design system, en fait, qui est une sorte Mhm. de de bibliothèques, de composants standardisés, d'éléments d'interface. Et ça permet en fait d'industrialiser la production, d'interfaces, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de refaire à chaque fois, de zéro, toute une interface. On s'appuie sur des composants existants avec vraiment des modèles qui peuvent fonctionner dans beaucoup de cas de figure. Et puis tout ça est très bien documenté. Et d'ailleurs, ils ont un magnifique site, sur le design system, de l'État. Et il y a un travail, absolument, colossal qui a été fait, par ces designers, voilà, qui travaillent, aussi bien dans des ministères que dans des administrations. Et ça, c'est vraiment aussi la preuve que aujourd'hui, le design peut être, perçu comme, à la fois bien sûr un élément de différenciation, mais aussi un élément vraiment d'amélioration, des services qui peuvent être, proposés, bien sûr à des citoyens ou à des utilisateurs, on va dire, d'une manière plus générique. Et alors, avant de rentrer, justement, je pense qu'il y a un vrai lien avec cette émergence que tu décris et cette importance de ce métier du design. Il y a un vrai lien, du coup, avec le sujet vraiment plus spécifiquement des ops et design ops. Mais Oui, peut-être, j'ai envie, en fait, finalement, avant même d'aller là, peut-être te poser la question un petit peu, question un peu candide, mais c'est quoi le design? Et peut-être je vais faire le lien aussi avec, tu as écrit un livre qui s'appelle Le design interactif, si je dis oui, pas de bêtises. tout à fait. Et donc du coup, j'ai l'impression, enfin du coup je l'ai pas lu, hein, j'avoue, mais qu'il y a un lien un peu de tout ce que tu mets là-dedans et ce qu'on désigne par le design aujourd'hui. Tu vois, ce serait quoi un petit peu toi ta définition? Parce qu'il y a est-ce que Alors il tu y vois a c'est ouais. l'artiste, est-ce que c'est le produit, toutes ces choses-là, tout ça se collisionne un peu. Voilà, je te laisse un petit peu. En fait, il y a beaucoup de définitions du design. Et c'est pas très évident en fait comme objet, à saisir le design en tant que pratique, parce que le design c'est à la fois la démarche, qui consiste à concevoir, des produits et des services, numériques. Et c'est aussi le résultat en fait, visible de cette démarche. Quand on parle, du design, d'un site web, du design, d'un téléphone mobile, du design, d'un objet, numérique qui peut être, par exemple, je sais pas, un objet connecté. Bon, c'est présent de manière vraiment un peu diffuse, le design. Et en fait, Mhm. quand on va parler de design, on parle autant de la démarche qui a permis de concevoir, d'imaginer l'objet, que, de ce à quoi ça ressemble et, comment ça fonctionne en fait. Voilà. Le design, c'est toutes ces dimensions-là, à la fois. Et c'est une certaine, façon, le design, d'aborder un projet en plaçant normalement de préférence, les utilisateurs, finaux au centre, de la démarche. Donc c'est-à-dire on intègre leur point de vue, par exemple, en les interviewant, en réalisant, des tests, du produit, qui impliquent, comme participants, actifs, les utilisateurs potentiels, du service ou du produit, en les observant aussi, parce que cette dimension d'observation des comportements, elle est très importante. Il n'y a pas que le déclaratif, des utilisateurs, hein, dans cette histoire. Le design, c'est aussi, une discipline de création. Ça, parfois, on l'oublie un petit peu parce que il y a une dimension méthodologique, qui est apparue au début des années 2010, dans le design, qui a un peu pris le pas, sur le fait que les designers sont aussi des créateurs. Donc, Mhm. tu me demandais tout à l'heure si ce sont, des artistes, ou si ce sont, des chefs de projet.
projet ou si ce sont voilà, s'il y a d'autres dimensions à intégrer. En fait, ce sont toutes ces dimensions-là à la fois, parce que le design, c'est une approche qui est très, comme on dirait, holistique, c'est-à-dire globale, qui englobe en fait beaucoup de beaucoup de compétences. Et donc voilà, c'est un objet qui est pas très évident à Mmh. saisir. Mais moi, si je devais vraiment insister sur quelque chose, c'est pas tant le fait que le design c'est un process, c'est une méthode. C'est quand même beaucoup une activité d'imagination, de créativité, et De ça, conception. c'est ouais, de C'est conception, voilà. c'est peut-être c'est intéressant ce mot de conception finalement, il peut désigner différentes étapes de ce process que tu as évoqué. Ouais. Est-ce que ce que tu entendais un peu par sur le côté méthodologique, c'est un peu tout ce qu'on appelle design thinking, et cetera, enfin, ou un peu Ouais, qui c'est place notamment le très en design amont? thinking. Ouais. Alors, le Parce qu'il y a design des choses comme thinking ça a qui ouais, cannibalisent un peu, j'ai l'impression aussi des fois, le des design termes, thinking a beaucoup, ouais, brouillé la perception du design, parce ouais. que, beaucoup, disent, à raison, que le design thinking, c'est une façon de faire du design sans les designers, et les designers se sont sentis un peu dépossédés, en fait, de leur pratique, à travers le design thinking, puisque le design thinking, c'est la pensée design, et que c'est une, façon de faire du design en adoptant, la démarche de design, mais on peut le faire en intégrant en fait un petit peu tout type d'intervenants en fait dans le design Mmh. thinking. Et il y a pas toujours des designers pour encadrer ces process. Bon, après, je pense au-delà des, je dirais un peu des querelles de chapelle et des différences de perception qu'on peut avoir. C'est vrai que ce qui est intéressant à retenir, c'est que oui, bien sûr, dans le design, c'est important de pouvoir travailler avec des intervenants dans le projet qui ne sont pas designers, ben, des ingénieurs, des gens Mmh. qui travaillent dans le marketing, des gens qui vont travailler peut-être plus sur la coordination, sur, on va dire, sur la gestion de projet. Mais on peut trouver aussi ce qu'on appelle maintenant dans les entreprises tech des product owners, c'est-à-dire des gens qui vont coordonner tout le travail des équipes de développement, et qui vont ce qu'on appelle implémenter une roadmap produit. Alors là, c'est un peu technique. Une roadmap produit, en fait, c'est la liste de toutes les fonctionnalités qu'on s'est fixé en fait de développer, et pour pouvoir développer vraiment ce qui est attendu, ben il faut un petit peu des personnes pour spécifier exactement quelles sont les attentes, à quels besoins on veut répondre, pour guider un petit peu le travail de l'équipe, hein, d'ailleurs pas seulement des développeurs, mais aussi des designers. Et, et ça, ce sont des approches bah, qui sont plus récentes en fait, hein, dans le cycle de création et de développement des produits de manière Mmh. moderne. Tous ces métiers en fait doivent collaborer ensemble, et une grosse partie de l'effort de cette démarche de design ops, c'est justement de faire en sorte que les gens arrivent à bien se coordonner ensemble, à organiser le travail, à harmoniser les méthodes de travail, à standardiser même parfois, pour avoir un résultat qui soit à la hauteur des attentes et qui puisse être mesurable. Mmh. Et alors justement, donc là, tu as un petit peu, peut-être on va justement creuser un petit peu ça. Tu as évoqué un petit peu les 3 piliers de ce que j'ai vu justement des design ops. Ouais. Peut-être avant de rentrer là-dedans, est-ce que une idée un petit peu de quand ce terme est apparu? Un petit peu, c'est quoi le est-ce que ça vient plutôt du monde des startups? Tu vois? Pourquoi est-ce que c'est un sujet maintenant qui quand même devient un peu prégnant? Enfin, Alors, je pense que c'est un terme qui est apparu. Ce serait difficile de donner une date très précise, mais je pense qu'on entend parler de design ops depuis, allez, on va dire peut-être 3 4 ans. Alors, c'est un terme qui a plutôt émergé dans des entreprises à forte dominante technologique, hein. C'est vrai que on pourrait dire que c'est plutôt un terme
de start-up, hein, en tout cas d'équipes qui travaillent vraiment sur des cycles de développement de produits. Et en fait, au même titre que on essaie d'optimiser le travail des équipes de développement, on cherche aussi à travers le design ops à donner une productivité et une efficience du travail des designers qui soit meilleure, en fait, à organiser, hein, Mmh. le travail des équipes de design. Parce que, en fait, pourquoi? Parce que ce sont des équipes qui ont beaucoup grossi ces dernières années. Et en fait, la taille aujourd'hui de ces équipes, hein, en France, la moyenne du nombre de designers dans une équipe, c'est plutôt situé autour de 5. Si on prend les États-Unis, c'est plutôt des plus grosses équipes, c'est plutôt une dizaine, ça peut être une quinzaine. Bon, les équipes peuvent devenir potentiellement grosses, hein. En Mmh. France, on a des exemples d'équipes de design qui peuvent largement dépasser 40, 50 personnes. Et OK. quand on est dans une équipe 40 ou Mmh. 50 personnes, ça devient très compliqué à la fois de collaborer ensemble, même si on peut travailler sur des projets qui sont différents, mais c'est assez important d'avoir bien sûr des définitions de rôles qui soient très claires. Il faut que le rôle de chacun soit très clair. Faut qu'on puisse se coordonner ensemble, donc organiser des rituels et des réunions. Il faut qu'on puisse aussi, simplement d'un point de vue d'évolution de la carrière des personnes, avoir des parcours RH. Moi, Mmh. j'appellerais ça voilà, des parcours en fait de développement professionnel. Qu'est-ce qui est prévu en fait, voilà. Et puis ensuite, avoir des méthodes de travail communes. Et c'est Mmh. particulièrement à ça que Design Ops s'intéresse. Et alors justement, il y a sur ce côté, un peu méthodologie et cetera, tu t'évoquais dans ton article, dont je mettrai le lien d'ailleurs, hein, dans les notes de l'émission, hem, sur le lien et on va dire peut-être une espèce de filiation, mais pas vraiment, avec les méthodes agiles, avec toute cette Ouais. méthodologie qui vient du dev et alors je vais plutôt te poser la question plutôt qu'on peut essayer de donner la réponse, mais est-ce que ces méthodes, elles marchaient pour les designers ou pas? Et un peu justement, est-ce qu'il n'y avait pas ce sentiment d'appliquer les méthodes des développeurs, enfin d'essayer en tout cas cette tentation dans les startups, alors que c'est pas forcément le fonctionnement, quoi? Moi, j'ai Enfin, eu je sais pas. effectivement, je peux parler de mon Mmh. expérience chez Woodrive et de mon expérience en agence, même si en agence, on travaille pas nécessairement de façon agile au sens vraiment, je dirais, canonique de la Mmh. définition de ce qu'est l'agilité. En fait, l'agilité, c'est vrai que ça a été pensé avant tout pour des développeurs. Et les designers ont aussi leur propre histoire, leur propre façon de travailler. Et c'est vrai que on s'était aperçu, je pense depuis un certain nombre d'années, que ça ne matchait pas toujours très bien, parce que Mmh. les façons de travailler des designers sont très particulières. Et respectivement, les façons de travailler des développeurs sont aussi spécifiques. Et d'ailleurs, des deux côtés, nos façons de travailler évoluent aussi avec le temps, hein. Moi, je ne travaille plus de la même façon qu'on travaillait Mmh. au début des années 2000, ni au milieu des années 2010. Et ces changements, je pense, d'approche sont des choses qui sont tout à fait naturelles. Je pense que ça peut être aussi personnel, hein, dans son parcours professionnel. Quand on est un designer junior ou un développeur junior, on travaille plus de la même façon ensuite quand on devient plus expérimenté. Donc tout évolue. Mais donc on avait tendance, c'est vrai, à dire avec l'agilité que les designers étaient un peu obligés de voir le monde avec les yeux des développeurs, parce que ça Mmh. avait été pensé avant tout pour des professionnels qui sont développeurs. Donc ça ne marchait pas toujours l'agilité avec le design, parce que quelquefois dans le design, on a besoin d'être dans des temps plus longs. Je vais donner un exemple très concret. Quand on doit
intégrer le point de vue des utilisateurs dans la conception d'un produit ou d'un service, il faut prendre le temps de faire ce qu'on appelle une phase de recherche utilisateur, donc de les interviewer par exemple, de tester des choses avec eux, de les observer dans leur contexte de travail, bon bref, de les comprendre, de comprendre leurs besoins et leurs attentes. Et ça, c'est vrai que c'est difficile d'intégrer ça dans des sprints. Hein. Le sprint Mmh. est un peu l'unité de temps du Ouais, de des la équipes de dev, voilà notamment des dans la équipes de dev, méthodologie Scrum, ouais, qui est un petit de la peu démarche prédominante, quoi. agile. Mmh. Et donc généralement on a alors ça dépend beaucoup des équipes, mais la durée d'un sprint c'est à peu près 15 jours. Quelquefois ça peut être plus court, ça peut être une semaine. Euh, bon, mais ce sont pour ce type d'activité des temps qui sont trop courts en fait, Mmh. donc qui ont voilà qui ont concrètement beaucoup de mal à à s'articuler dans ces unités de temps qui doivent être quand même assez rapides. Et il y a des Mmh. choses qui sont difficiles à décomposer en fait vraiment en sprint dans la démarche de design. Ouais. Voilà, sans forcément plus rentrer dans le détail. Mais donc chez Woodrive par exemple, on avait fait un énorme travail sur nos processus, sur notre démarche de design pour l'adapter à la façon dont les équipes de développement fonctionnaient, de manière à ce que l'articulation soit plus naturelle entre nous, parce que si les designers travaillent d'un côté et que les développeurs travaillent de l'autre, bon bah on a du mal à raccrocher nos wagons et ça peut donner lieu voilà à des choses qui vont d'ailleurs se ressentir sur la qualité du produit final. Donc comme on est aussi je pense le design c'est aussi une démarche de qualité et que cette démarche de qualité d'ailleurs elle existe aussi dans le développement, ça nous semblait quand même assez important à la fois pour le je dirais pour la bonne collaboration entre les gens et aussi pour être fier du résultat des projets qu'on mène, des produits qu'on développe, de trouver une façon de retravailler ensemble en fait les différentes étapes qu'on doit avoir Mmh. dans le cycle de développement du projet. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à faire. Hein. Moi, pour être très transparent, ça nous a pris, je pense, au moins 2 ans avant de trouver la bonne formule pour travailler ensemble. Donc, on a mis en place certaines étapes qui sont un peu incontournables dans notre façon de travailler. Je vais donner un exemple puisque Mmh. j'ai parlé de Oui. qualité, mais il y avait pas cette dimension en fait d'assurance qualité avec le design quand quelque chose était développé, bon ben, il y avait bien sûr ce qu'on appelle dans les entreprises tech et les startups la QA en fait, des Mmh. gens qui sont en fait des testeurs qui vont s'assurer à partir de scénarios de test bien précis que le produit qui a été développé répond à certaines exigences, à certains critères de qualité. Bah, par exemple, il n'y a pas de bug, il n'y a pas d'erreur, Mmh. les éléments s'affichent bien sur la page, etc. Et nous, on n'avait pas cette étape-là, en fait, pour le design. Tout était vérifié, on va dire, d'un point de vue fonctionnel et technique, mais les designers n'avaient pas la possibilité, en fait, de repasser sur ce qui avait été développé. Et ben, dans notre nouveau process design agile, on s'est assuré que cette étape existe et que donc on peut faire des design reviews ou des code reviews. Donc design reviews, en fait, ça veut dire que on se met ensemble dans une salle ou bien à distance et on va passer en revue tout ce qui a été codé, développé par le développeur et on va regarder s'il y a des soucis. Est-ce que, ben, par exemple, les marges sont bonnes? Est-ce que, voilà, est-ce que ça correspond à, au prototype ou à la maquette Mmh. qui ont été formalisés par le designer? Et en fait, on travaille vraiment main dans la main, du coup, avec l'équipe de développement, de manière à s'assurer que, voilà, tout est conforme à ce qu'on avait imaginé au moment de la conception. Alors, bien sûr, c'est pas, il s'agit pas de faire quelque chose de rigide et de vérifier pixel par pixel que tout est bon parce que
il faut aussi une certaine flexibilité et quelquefois, techniquement, il y a des choses qui ne sont pas possibles et donc on doit trouver ensemble, Mmh. de manière coopérative, ce qui pourrait fonctionner si, la solution, qui est envisagée ne peut pas être totalement, on va dire développée, Mmh. de la façon, que ça avait été envisagé. Ce sujet d'ailleurs vraiment, enfin de la collaboration là que tu soulignes, je pense que notamment, peut-être plus dans les agences que dans les startups, il y a un vrai, enfin moi je suis développeur à la base, hein, donc j'ai beaucoup, vécu ça, mais une vraie friction quoi entre les développeurs et les designers. Et d'ailleurs, je pense que tu vois cette étape-là que tu dis de recette un petit peu ensemble et de vérifier que tout est conforme au design initial, et cetera. Souvent, elle arrive pas parce que c'est un moment de tension, parce que justement, il y a une mauvaise collaboration et il y a des mauvaises pratiques. Et donc, c'est hyper important la mise en œuvre de ce que tu dis et qu'à la fin, tout le monde soit fier. Tu vois, et c'est ça que j'ai toujours trouvé un peu étonnant, mais dans les agences, c'est aussi beaucoup lié, je pense, au rythme un peu effréné, à la production, à la pression des clients qu'il peut y avoir, etc. Mais vraiment ce truc où, bah, ça marche pas quoi. Enfin, c'est toujours une tension. Il y a la première phase là, il y a pas vraiment de mot en français, mais le handover quand les designers donnent leur, leur maquette, on va dire aux développeurs. Là déjà il y a un peu de friction. Puis après quand ils voient ce que les développeurs ont fait, il y a encore une autre étape qui se passe pas bien quoi. Donc bon, ça c'est vraiment des choses à résoudre et l'agilité notamment peut aider là-dessus quoi. C'est vrai que c'est un vrai sujet, hein, cette collaboration designer-développeur et c'est un vieux sujet dont on parlait Mmh. déjà il y a 20 ans. Moi j'ai participé à des conférences là-dessus. Ça a toujours été, une question qui est revenue, régulièrement, sur le devant de la scène et aujourd'hui, je pense que, notamment avec des approches comme le design ops, on est mieux outillé en fait pour articuler le travail des designers et des développeurs. Et je pense que l'agilité y a bien sûr beaucoup contribué, simplement parce qu'avant, on avait tendance à faire des projets de manière très linéaire, c'est-à-dire Mmh. les designers, voilà, commençaient leur travail de leur côté, ils étaient en principe intégrés le plus en amont possible, et puis l'étape de développement n'intervenait presque que en bout de chaîne, et du coup, on avait le sentiment on se passait un peu une sorte de bâton de relais Mmh. et que ben, on n'avait pas toujours tous les éléments attendus en fait dans cette démarche. Alors que dans l'agilité, ben, tout le monde est impliqué dès le début et j'ai envie de dire, nous c'est ce qu'on a essayé de faire chez Udrive. On essaie de faire en sorte que nos développeurs aient aussi leur mot à dire dans la conception, parce que les bonnes idées en fait peuvent venir vraiment de partout. Mmh. On fait en sorte aussi qu'ils soient associés à toute l'étape de recherche utilisateur. Alors d'ailleurs, la recherche utilisateur, c'est pas quelque chose qu'on fait exclusivement en amont du projet, hein. Ça peut être en fait un peu tout au long du cycle de développement du produit. On peut tester, on peut parler avec des utilisateurs, on peut incorporer ce feedback à peu près tout le temps. Et nous, par exemple, chez Woodrive, on a l'habitude d'inviter très souvent euh, les product managers, les product owners, les développeurs dans les sessions de test, dans les sessions d'entretien, parce que très souvent, d'ailleurs, on a des questions techniques auxquelles nous, on ne sait pas répondre, Mmh. et c'est toujours bien d'avoir aussi des collègues qui soient au fait de certains sujets. Et moi, de tout ce que j'en ai vu pendant les 4 ans que j'ai passé chez Udrive, c'est que tout est beaucoup plus productif dans l'équipe quand les, quand les développeurs ont eu accès aussi au feedback client, parce que c'est Mmh. quelque chose qui donne sens au Bien travail sûr. qu'on fait au quotidien. Parce que une des difficultés souvent des développeurs, c'est que ben, quand on a une roadmap produit, c'est très compliqué pour eux de comprendre parfois le sens de ce qui est attendu d'eux et de ce qui est attendu du produit qu'on développe, parce que les priorités ont tendance à changer beaucoup. Et le fait de pouvoir avoir vraiment cette étape de compréhension à la fois du marché, des besoins et des attentes des clients,
Ça, c'est quelque chose qui est très attendu par eux et c'est vraiment une chose que les designers peuvent leur donner et c'est super important d'associer voilà je dirais des profils différents dans l'équipe à toutes ces étapes. Mmh. Alors c'est vraiment, hyper intéressant ce que tu évoques et c'est si on justement là maintenant, si on peut si on recentre un petit peu justement sur la collaboration dans l'équipe de design, parce que là c'était très intéressant d'être un peu plus, un niveau au-dessus et donc collaboration entre disciplines. Et si on vient donc vraiment au sujet des design ops, euh, est-ce que peut-être tu peux nous partager par exemple ce que vous avez mis en œuvre chez WooDrive, vraiment à l'intérieur quoi de l'équipe de design Oui, bien sûr. pour Alors, l'organisation. ça intervient donc aux différents niveaux qu'on a décrits, hein, c'est-à-dire comment on travaille ensemble, comment les méthodes sont formalisées et sont partagées dans l'équipe, et puis après, comment on peut mesurer un petit peu la performance de ce travail ensemble. Voilà. Alors après, tout n'est pas que une question de performance, mais c'est aussi ce qu'on évoquait au début, c'est-à-dire être fier d'avoir réalisé ensemble un projet qui qui s'est bien passé. Donc sur le premier aspect, bah il y a déjà une organisation d'équipe, je pense. Hein, ça c'est la première chose. Donc chez WooDrive, l'équipe design était ce qu'on appelle une équipe centralisée au départ, c'est-à-dire il y avait 5 ou 6 designers regroupés au même endroit et chacun pouvait aller intervenir sur des produits différents. Alors chez WooDrive, c'est un peu particulier parce qu'on n'a pas qu'un seul produit. On a un catalogue de 6 à 7 produits sur lesquels on est intervenu et pendant longtemps, les designers étaient moins nombreux que le nombre de produits, donc ça nécessitait parfois de se couper en deux Hmm. pour pouvoir intervenir sur les sujets où il y avait besoin de design. Donc Juste cette pour organisation, oui. en termes de ratio, juste pour savoir, donc tu dis 5 designers à peu près, sur combien peut-être déjà de devs et sur combien d'employés au total, quoi, juste pour qu'on ait un peu Alors, en tête, tu vois, le. chez WooDrive, il y a 400 collaborateurs. L'équipe design, donc ça représente 6 personnes, moi compris. Hmm. Et c'est plutôt une centaine de développeurs. Donc D'accord. c'est pas un ratio qui est très en faveur Hmm. du design et c'est pas le type de ratio designer développeur qu'on devrait avoir parce que normalement on dit qu'il faut à peu près un designer pour 5 développeurs et un designer égale un product manager. Hmm. Nous, on n'est pas encore dans je dirais, dans une étape de maturité où il y a plus de designers. Et bien sûr, c'est une demande que l'équipe design se renforce et qu'on puisse recruter de nouvelles personnes pour pouvoir en fait mieux prendre en fait tout le périmètre produit qu'il y a Hmm. chez WooDrive. En fait, ce qui nous a sauvés, dans le fait de ne pas être trop nombreux au départ, bah, c'est le fait qu'on a des priorités différentes sur les produits et on a pu, je dirais, jongler avec les produits en fonction des attentes en fait qu'il y avait voilà sur ces produits. On a des produits par exemple sur lesquels il y a moins de besoins de design, sur lesquels on se focalise un peu plus sur des tâches techniques et donc cette organisation d'équipe centralisée, ça nous a permis aussi d'avoir une certaine flexibilité. Hein. Les designers, d'ailleurs, peuvent changer de périmètre produit euh, dans je dirais, dans leur vie chez WooDrive. Ils vont changer 1 à 2 fois de produit. Et donc, du coup, la On est composition de d'accord que l'équipe, donc c'est ouais. à peu près justement un designer est à peu près associé à un produit, quoi, Voilà, c'est globalement. ça. Idéalement, on a un C'est enfin, designer par d'accord. produit. Ok. Il y a des produits où c'est largement suffisant, Hmm. et puis il y a des produits où peut-être qu'on aimerait avoir plutôt de designers. C'est-à-dire Hmm. que je vais donner l'exemple du produit WooDrive Share, donc c'est un outil de partage de documents. Euh, sur WooDrive Share, on fait à la fois des interfaces pour le web, on fait des interfaces pour le mobile et on fait des interfaces pour des applications desktop. Donc il y a déjà en fait 3 plateformes différentes qu'on doit adresser.
c'est difficile de le faire avec un seul designer. Donc là, par exemple, on a décidé qu'il y aurait deux designers, un designer qui s'occuperait du web et des applications desktop et un designer qui serait uniquement sur le périmètre mobile. Parce qu'il y a suffisamment de travail, en fait, pour que ça devienne un vrai sujet pour une personne. Voilà. Ça, c'est un exemple. Il Ok. y a aussi une chose qu'on a changé dans notre organisation depuis le début de la création de l'équipe, c'est que donc je disais que l'équipe était centralisée au départ et maintenant on a une équipe qu'on appellerait plutôt distribuée, c'est-à-dire chaque designer va être à la fois rattaché à l'équipe design et aussi rattaché à une équipe produit. Alors quelquefois, dans les startups et dans les entreprises tech, on a ce qu'on appelle des feature teams ou des, je sais plus comment on les appelle, donc il y a plein de façons différentes de les Hmm. appeler, mais ce sont des équipes très souvent qui sont focalisées sur le développement d'un type de feature, de fonctionnalité particulière, ou alors des équipes qui sont focalisées sur un parcours utilisateur spécifique ou on va dire une thématique de travail spécifique. Parce qu'il ne faut pas que les équipes de développement soient trop grosses. Il faut garder une taille d'équipe raisonnable et généralement, il faut pas que ce soit plus d'une dizaine de personnes par équipe. Donc, voilà. Du coup, les designers sont rattachés aussi à ces équipes. Pourquoi c'est important? Parce que si elles sont en dehors de l'équipe, c'est assez difficile pour eux de pouvoir apporter des idées, de pouvoir aussi suivre tous les rituels que l'équipe a mis en place. Hmm. Ben, voilà, dans l'agilité, on va avoir généralement en début de journée des petites réunions très courtes pour que chacun puisse exposer les sujets sur lesquels il travaille, s'il a des difficultés, etc. Et puis voilà, il y a un certain nombre, je dirais, de besoins en fait dans l'équipe voilà qui correspondent à différents moments en fait dans les sprints de développement. Et si le designer est en dehors de ça, c'est difficile pour lui des fois de libérer du temps pour ces réunions-là, sachant qu'il faut pas qu'il ait trop de réunions non plus, Hmm. hein. Bon, après, c'est comme tout membre de l'équipe, faut pas que d'une manière générale, on ait tous trop de réunions. Hmm. Mais du coup, il y a des rituels qui sont bien spécifiques à l'équipe. Il y a un environnement de travail qui est spécifique à l'équipe. Et ça forme une sorte de petite communauté. Et du coup, c'est important que le designer soit inclus dedans. Donc, on a Hmm. décidé que le designer était détaché vraiment dans cette équipe et il fait vraiment partie de cette équipe. Et c'est important aussi inversement que par rapport aux autres membres de l'équipe design, aux autres designers, les designers puissent partager entre eux leurs travaux, parce que sinon, on risque d'avoir des incohérences dans les interfaces des différents Hmm. produits. On risque d'avoir des méthodes de travail qui sont différentes et donc du coup d'avoir des problèmes sur les livrables, d'avoir voilà, d'avoir un peu des référentiels différents entre Hmm. les designers. Et ça, on ne le souhaite pas parce que des gens qui n'ont pas les mêmes standards de travail vont avoir beaucoup de mal à se comprendre et on va avoir beaucoup de mal à obtenir le même niveau de qualité partout en fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment typiquement un des sujets vraiment adressés par un des piliers justement de cette démarche DesignOps, quoi. Côté de Exactement. Donc standardisation, uniformisation, comment on travaille, quoi, comment tout le monde travaille ensemble. Ça, c'est un autre pilier, c'est la collaboration. On a déjà pas mal parlé, mais et comment chacun travaille, mais avec les mêmes méthodes et tout, quoi. Enfin, de ce que je comprends, quoi. voilà. Donc pour être très concret, hein, nous on a créé une sorte de template de processus design qu'on peut avoir voilà dans chaque équipe et chaque designer sait voilà un peu à quelle méthode il peut se raccrocher, à quel moment ça peut avoir lieu, quel type de livrables vont être associés. Et ça, ce sont des éléments qui sont partagés en fait pour tous les designers. Euh, comment, deux questions peut-être qui sont liées, mais comment vous définissez ces process? Est-ce que c'est ton rôle, par exemple, spécifiquement? Et comment vous les documentez? Tu vois, quand tu dis, bah, Ouais. le designer peut s'y référer, sous quelle forme, un petit peu, enfin. Alors, comment ils sont créés? En fait, moi, j'aime beaucoup avoir un fonctionnement participatif et démocratique dans l'équipe. Et donc,
c'est vrai que j'estime que, bien sûr, le head of design, le manager, a un rôle très important à jouer dans l'identification de ces méthodes de travail standardisées, dans la structuration du travail de l'équipe. Mais moi, j'aime bien que l'équipe aussi se régule un petit peu toute seule. Donc, j'aime bien que chaque designer puisse proposer des choses, réagir, améliorer déjà parce que je suis convaincu que le head of design ne détient pas forcément toujours la vérité à lui tout seul parce que les gens aussi ont, ont des parcours, des expériences différentes dont ils peuvent faire bénéficier toute l'équipe, y compris le manager. Donc on se réunit ensemble et on met un petit peu à plat tout ce qui est possible de faire. Et ça, notamment, on l'a documenté en fait à deux endroits. On utilise un outil qui s'appelle Confluence en interne chez Woodrive, qui est donc une sorte de wiki dans lequel on va pouvoir créer de la documentation, voilà, à base de textes, d'images, et en fait ces pages sont accessibles d'ailleurs pas seulement aux designers mais à l'ensemble Mhm. des équipes produits et des équipes ingénierie. Donc ça, en fait, le fait d'avoir cette documentation partagée dans Confluence bah, nous permet de nous envoyer les pages concrètement, d'écrire voilà quelles sont les méthodologies, de joindre en fait en face de chaque méthodologie des exemples de livrables qui peuvent être des modèles. Par exemple, on s'est constitué une sorte de bibliothèque de modèles de documents que chacun peut utiliser. Donc, si on utilise les mêmes modèles de documents, il y a aussi une plus forte chance que le travail qu'on fait va être plus harmonisé, plus cohérent, plus standardisé. Euh, donc ça, c'est pour Confluence. Et dans Notion, on a fait un peu la même chose, en fait, parce que en fait, Notion est un outil de collaboration qui est encore plus facile à utiliser que Confluence. Et donc, Mhm. les designers ont une plus grande facilité, généralement, à partager des choses dans Notion parce que, voilà, la, la création de cette documentation est beaucoup plus fluide. On peut faire des choses qui sont beaucoup plus graphiques, euh, déposer, déposer des documents et avoir des aperçus qui sont jolis, tout ça. On Mhm. peut structurer vraiment la documentation et c'est assez simple. Et donc, on s'est constitué une sorte de, voilà, de bibliothèque qui décrit tout le processus de design et qui va décrire aussi la façon dont on utilise les outils, qui va dire aussi, je pense notamment à des procédures qu'on a créées. Par exemple, je vais donner un exemple concret, il y a des procédures qui reviennent régulièrement et dont on se souvient pas forcément dans l'équipe, notamment quand on doit publier une nouvelle application mobile dans un store, que ça soit pour Android ou pour iOS. Bon, bah, il y a tout un ensemble en fait d'éléments à préparer, des captures d'écran, des titres, etc. Et toute cette procédure de publication, bon, bah, il faut qu'elle soit documentée quelque part, parce que quand on l'a jamais faite ou quand on l'a pas faite depuis longtemps, bah, on se souvient plus Mhm. vraiment des tailles d'écran, etc. Donc ça, c'est des choses typiquement qui font partie de la documentation et qui doivent être un peu des éléments de référence auxquels on peut se référer à tout moment. Ouais. Moi, je pense que le sujet de la documentation, enfin, il est assez connu chez les devs, et pour autant, ça veut pas dire que c'est bien fait dans toutes les équipes de dev. Mais tu vois, typiquement, ça, c'est des choses où on pense pas forcément, bon, peut-être c'est mon biais de dev, hein, justement, mais que c'est quelque chose qui aussi est un vrai sujet dans les équipes design, par exemple. Tu vois, c'est des trucs comme ça où on se rend compte Il que y a petit à bien petit, sûr, c'est une vraie, des vraies similarités, des vrais besoins. Et ça il y paraît a logique, tu vois, ce truc, comme tu dis, que tu fais quelque chose à un moment, puis si tu dois le refaire un an plus tard, par exemple la procédure de mise en ligne sur l'App Store, bah effectivement c'est extrêmement pénible, tu vas oublier quoi en un an. C'est souvent ce qu'on dit aux devs quand t'as codé quelque chose, bon un an plus tard tu te souviendras pas forcément comment tu l'as fait quoi. Donc voilà, il y a c'est des très gros enjeux de documentation pour ce qu'on va appeler les procédures. Puis il y a des très gros enjeux de documentation aussi pour la recherche utilisateur, c'est-à-dire comment on donne accès au reste de l'équipe
à tous les enseignements qu'on a collectés auprès des utilisateurs. Donc nous, on fait des comptes rendus d'entretien, on fait des comptes rendus de tests, on va avoir tendance à faire beaucoup de synthèse, à produire beaucoup de choses. Et ça, c'est assez important de pouvoir bah, créer bien sûr une sorte de référentiel dans lequel on peut aller lire des choses, Mmh. mais aussi de le rendre accessible parce que bon, il faut aussi reconnaître que quand c'est beaucoup documenté, ça peut représenter un très gros volume de contenu et les gens ne lisent pas les rapports qui font 60 pages, Mmh. c'est trop long à lire, donc il faut qu'on imagine aussi des façons de partager la documentation qui soient plus en fait, ça porte un nom, hein, ça s'appelle l'atomic research. Donc c'est un peu le jargon pour décrire en fait le fait qu'on va essayer de créer des petites unités d'information qui sont faciles à consulter, qui sont facilement accessibles pour que les gens puissent plus facilement se les partager et plus facilement les appréhender. C'est-à-dire, au lieu de faire des gros rapports très littéraires, très documentés, très rédigés, Mmh. on va avoir des petits bouts d'informations qu'on va essayer de diffuser de différentes manières. Voilà, bon, maintenant il y a des outils pour ça qui sont spécifiquement créés. Je pense que Confluence, voilà, peut être un de ces outils, mais il y a des outils aussi plus Mmh. spécialisés dans la recherche utilisateur. Il y a aussi des gros enjeux de documentation sur tout ce qui est design system. Le design system, c'est la façon aussi dont on va utiliser les composants et cette documentation sur la façon d'utiliser les composants, elle est essentielle parce que sinon on peut se retrouver avec des incohérences très très fortes, des problèmes d'harmonisation, des problèmes, je dirais, de, de perception, des problèmes d'usage. Et voilà, et toute cette documentation autour du design system, ça, c'est des choses qui peuvent être très normées. Vraiment, aller voir le design system de l'État français. Ils ont créé toute cette documentation du design system sur Confluence et il y a un travail remarquable d'écriture qui a été fait, qui permet vraiment de structurer pour toute l'équipe la façon dont voilà, on doit utiliser tel et tel composant. Donc c'est des règles hein, en fait Mmh. d'utilisation très concrètement, ce qu'on appelle des guidelines dans le jargon anglo-saxon. Et ça fait partie voilà de tous ces sujets de documentation très importants dans l'équipe design. C'est intéressant parce qu'il y a même il y a un côté un peu méta, je trouve, dans ce que tu évoques, c'est que finalement, vous êtes les mieux placés pour designer des documentations que les gens vont lire, quoi. C'est-à-dire que j'imagine bien que 60 pages de texte, tu vois, ça va être un peu illisible, mais vous êtes les mieux placés pour essayer d'imaginer d'autres manières de faire, justement, de concevoir un peu cette documentation. Je trouve ça Ouais, assez tout à intéressant, fait. quoi. Faut vraiment designer cette documentation parce que ça représente voilà un gros volume d'informations et si c'est pas présenté au bon endroit, dans le bon format, il faut essayer d'adapter aussi ce format de documentation pour pour les publics en fait auxquels il s'adresse. Je vais donner un autre exemple. Nous, on fait énormément de benchmarks chez Woodrive et ces benchmarks, ce sont généralement des gros documents qui font plus de 200 slides, plus de 200 diapos dans un document. Hein. Bon, c'est des documents assez visuels avec beaucoup de captures d'écran, pas mal de légendes aussi pour voilà mettre en évidence les bonnes pratiques qu'on peut trouver chez les concurrents ou sur le marché. Et on s'est aperçu qu'il y avait une difficulté de notre top management à passer du temps à regarder ces documents et donc il est feuilleté très vite et donc il y avait une grosse déperdition d'informations. Et donc on a décidé de créer ce qu'on a appelé des executive summaries, c'est-à-dire ce sont des documents plus compacts, plus résumés, qui font 5 ou 6 pages, pas plus, dans lesquels on a finalement euh, résumé le, les enseignements essentiels en fait de ces benchmarks pour que ça leur soit partagé. Donc nous c'est plutôt sur un rythme semestriel, hein, donc on republie semestriellement des mises à jour de ces benchmarks et voilà on a trouvé un format euh, plus
plus adapté. Autant, c'est vrai que le format très long avec 200 slides, il est intéressant pour les designers parce que quand ils veulent creuser un sujet, c'est très important d'avoir quand même pas mal de détails. Autant pour le top management, quand ils veulent avoir vraiment un aperçu assez global des axes d'analyse du benchmark, c'est beaucoup plus productif pour eux et efficace de leur proposer un résumé. Voilà. Ok. C'est, il y a un truc que je voulais préciser, qui est intéressant que t'as beaucoup évoqué du coup, c'est qu'en fait, il y a même toute une discipline quasiment des ops qui s'appelle les research ops, quoi. C'est-à-dire Exactement. outiller cette recherche utilisateur et toute cette phase. Alors ça, c'est quelque chose qui a vraiment qui a totalement son sens parce que les activités de recherche utilisateur, ce sont des activités qui sont souvent très chronophages. Il y a une dimension que j'appellerais logistique qui est très forte parce que pour pouvoir parler à des clients, en fait, il y a tout un travail de prise de rendez-vous, de secrétariat un petit peu, Mhm. qui est souvent assumé par les designers eux-mêmes. Et ce sont des choses, souvent des échanges de mails. Il faut rappeler éventuellement les clients au téléphone. Quelquefois, les clients ne sont plus disponibles au moment où on avait pris rendez-vous, donc il faut replanifier le rendez-vous. Et en fait, toutes ces activités de recherche utilisateur, elles nécessitent aussi la mise en place d'outils, voilà, pour faire les enregistrements, pour Des pouvoir choses très ensuite, opérationnelles finalement, voilà, des qui n'ont pas choses toujours très de opérationnelles. valeur ajoutée Euh, plus tant que ça pour faire un designer, quoi. voilà, faire les comptes rendus de réunions, voilà, documenter, ça prend aussi beaucoup de temps, hein. Moi, je Mhm. fais par exemple des transcripts, des transcriptions rédigées en fait des entretiens qu'on mène avec nos clients, et à chaque transcription, bah, ça prend 1 heure de plus. Après, on doit faire la synthèse. Si on a fait une dizaine d'entretiens, bah, voilà, il faut produire un document de synthèse, et donc tout ça, en fait, nécessite quasiment des intervenants, en fait, dédiés pour s'occuper des aspects logistiques, réserver des salles, etc. Et ce sont peut-être parfois des tâches, oui, qui ont moins de valeur ajoutée directe pour le design, parce que on est moins dans le fond, en fait, on est plus voilà, dans la préparation, dans tout l'aspect Mhm. logistique, et ça doit vraiment être géré aussi par des gens. Donc, le Research Ops, ça s'adresse quand même à des équipes qui sont un petit peu plus grosses, hein. Chez Woodrive, par exemple, j'ai pas forcément décrit tout à l'heure le, vraiment les compétences de l'équipe. Donc nous, on a ce qu'on appelle des product designers, et ce sont des designers assez généralistes. Donc ils assument à la fois le travail de prototypage, les travaux de recherche, ils font tout. Ils sont généralistes. Moi, j'ai pas de profil spécialisé parce que on est trop peu nombreux, Mhm. et actuellement, j'ai pas le budget forcément pour avoir une équipe de 30 personnes, et puis ça justifierait pas Mhm. forcément. Donc, du coup, comme on a une équipe très réduite, très concentrée, voilà, tout le monde Mais ouais. assume un peu de tous ces aspects. Mais on a des équipes plus grosses. Par exemple, Michael David chez Doctolib, il a une quarantaine de personnes Mhm. maintenant, et donc il y a des profils spécialisés en recherche utilisateur, et donc il y a des design ops et des research ops. Ok, ouais, non, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a encore, c'est quand même quelque chose qui est plutôt réservé aux startups, non, j'imagine. Enfin, quand on dit startup, scale-up, ou je sais pas quel est le mot qui désigne, par exemple, Doctolib, qui est aujourd'hui une très grosse Oui, entreprise, mais c'est une scale-up, ouais, plutôt. Ouais, en tout cas, c'est euh, les boîtes de la tech comme ça qui ont innovantes sur leurs produits et puis dans les manières de travailler. c'est Mais ça. Et je dirais avec un niveau de maturité aussi plus avancé, quoi. Voilà. hmm. Et donc, dans une équipe comme ça, il peut y avoir une personne qui est vraiment dédiée, par exemple, à uniquement le côté design ops, mettre en place les outils, etc. C'est quoi un peu le profil? Est-ce que c'est un designer qui fait ça? Alors, alors ce sont des profils quand même assez nouveaux, hein. Ouais. Ça n'a pas émergé depuis très très longtemps, je dirais. Là, c'est plutôt une échelle de 2 à 3 ans Hmm. maximum. Il y en a pas dans toutes les équipes. Euh, ce, Ouais, je, j'imagine que d'une je, équipe à l'autre, si on les interrogeait, ils auraient des profils peut-être très différents, quoi. Oui, Hmm. et bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le design s'est beaucoup démocratisé, et même si plus de la moitié des designers aujourd'hui qui sont sur le marché ont fait
des écoles de design, il y a aussi beaucoup de gens dans le design qui sont autodidactes, hein. Bah, moi, c'était mon cas. Par exemple, j'ai fait des études de lettres, hein, donc Ok, je intéressant. suis diplômé d'un master de littérature française. C'est Et vrai que j'ai oublié de te demander dans ton parcours, David, je pose toujours la voilà. question, et puis là, on a sauté direct. Et on est nombreux, en fait, à ne pas être passé, je dirais, par la voie royale des écoles de design. Il y a aussi beaucoup de gens qui se reconvertissent, hein, et ça, c'est une très bonne chose aussi qu'on puisse bénéficier de l'expérience de personnes qui ont travaillé dans des domaines différents. On Hmm. a par exemple des gens qui ont été product managers et qui se reconvertissent comme designers, ou des gens qui ont travaillé dans le marketing qui deviennent designers. Donc, il y a une très grande diversité de profils. Et pour répondre sur le Research Ops, je pense que c'est tout à fait possible d'imaginer qu'un Research Ops n'est pas à la base une formation des designers, hein. Hmm. Ça peut très bien, ça peut très bien être quelqu'un qui a fait de la gestion de projet auparavant, qui a fait du product management, et on voit aussi alors c'est un petit peu plus rare, mais des développeurs qui deviennent designers, hein. Ça existe aussi, hein, Hmm. et d'ailleurs, enfin, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne chose parce que ça permet d'enrichir la profession Bien avec des sûr. points de vue différents et de, 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 de ne pas avoir un peu la vision unique et très standardisée que peut Hmm. avoir le design. Des fois, c'est vrai que voilà, on a tendance à reproduire des schémas, des façons de travailler, et que c'est bien parfois d'introduire des innovations, de bousculer un petit peu le métier. Hmm. Ouais, non, je suis d'accord, et c'est quelque chose qu'on voit assez globalement. Je trouve qu'on vit une période, même, bon, en plus, encore plus avec le Covid, mais très intéressante au niveau de la reconversion. Beaucoup de gens veulent changer de boulot, sont passionnés par quelque chose, mais qu'ils n'ont jamais fait. Et ça enrichit un petit peu tous les domaines. Moi, je l'ai vu, bon, surtout dans le monde du développement. Ça permet d'amener aussi plus de mixité, de diversité. Enfin bon, après, ça, c'est des sujets un peu connexes. On va pas forcément aller là-dessus, mais enfin, c'est Bah, pour ça. la formation fait partie aussi de l'approche design ops, hein. On n'a pas parlé beaucoup de Hmm. cet aspect, mais comment finalement on peut monter en compétences sur des sujets. Moi, dans mon équipe chez Udrive, eh bien, personne n'avait été vraiment formé à la recherche utilisateur. On n'en avait jamais fait à cette échelle. Et en fait, pour vraiment, je dirais, gagner en maturité et puis en faire beaucoup plus, passer à l'échelle, comme on dit, Hmm. bah, il a fallu vraiment qu'on se forme sur certains aspects. Et ce côté formation, on l'a travaillé beaucoup avec l'équipe RH chez Woodrive, il y a une personne dans l'équipe RH Woodrive qui est vraiment quelqu'un de dédié à la formation des collaborateurs. Donc, on a imaginé ce que pourraient être des parcours de formation pour les designers, sachant que c'est pas forcément des formations où on prend une semaine, on s'assoit dans un institut de formation et ça passe. On a plein de formats de formation maintenant qui peuvent se dérouler à distance, en ligne, via des plateformes. Nous, on a fait des formations avec Nielsen Norman Group. Donc, ce sont des formations qui se déroulent sur Zoom, dans des formats très particuliers et qui sont extrêmement bien conçus. Mais la formation, ça peut être aussi un membre de l'équipe qui va faire une veille de son côté, qui va le Hmm. repartager avec l'équipe, parce qu'on peut aussi avoir de l'auto-formation. On peut avoir des moments de formation aussi qui sont très calibrés, très courts, parce que quelquefois on n'a pas toujours le temps de bloquer toute une semaine ou toute une journée pour faire de la formation. On peut faire du partage d'expérience aussi entre les équipes de design. Moi, j'ai adoré faire ça avec Michael David, avec Audrey Hack chez Open Classrooms, avec Antoine Visonneau qui à l'époque travaillait chez Job Teaser. Donc on s'est montré un peu nos méthodes de travail, on a partagé sur nos design systems respectifs, et on a échangé des bonnes pratiques aussi sur ces sujets de la formation
avec les collègues. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup de retombées intéressantes au niveau de l'équipe. Et pour élargir, j'en profite un petit peu que tu parles de la formation, justement, pour élargir un petit peu le sujet, euh, à l'adresse peut-être des no-codeurs et des no-codeuses qui écoutent, des gens qui ne sont pas forcément à la technique, qui n'ont pas non plus formation en design. Comment un petit peu se former, j'ai envie de dire, au design un peu plus en général, au design produit, même peut-être plus spécifiquement, puisque c'est souvent ça. On a quand même dans la communauté beaucoup de makers, tu vois, qui Ouais. font des choses, mais il y a aussi beaucoup d'empirisme. Et alors des fois c'est bien, et puis des fois on se rend compte aussi quand même que c'est un vrai métier et qu'il y a des choses. Est-ce que je sais pas si tu as des conseils, des Alors, formations, ouais. Là-dessus, j'ai plusieurs positions en fait. Moi, je pense que c'est toujours bien, quel que soit son métier d'origine, de pouvoir additionner des compétences supplémentaires, des cordes supplémentaires à son Mmh. arc, parce que voilà, c'est de la culture en plus, c'est de l'employabilité en plus. Et c'est vrai que tu le disais, on vit dans une époque où quand même l'accès à la formation énormément amélioré, notamment grâce au numérique, mais aussi grâce aux comptes individuels de formation. Voilà, il y a beaucoup d'actions en fait qui sont entreprises autour de la formation, et on sait que d'une manière globale, les salariés en France ont eu pas mal de mal à accéder à de la formation. Donc aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile. Et sur le sujet du design en particulier, c'est vrai qu'avant, il fallait aller dans une école de design, et c'était compliqué parce que c'était des formations, quand même, des cursus assez longs. Mmh. Hein. Bon, alors moi, la deuxième position que j'aurais par rapport à ça, c'est que non, on ne devient pas designer en 3 semaines en ayant fait un bootcamp ou en Mmh. ayant fait 3 heures de formation sur une plateforme. Bon, on sera pas designer parce que designer, il y a des diplômes, et ce sont des diplômes qui sont réalisés dans des écoles en 5 ans, et on peut pas tout mettre sur le même niveau. Néanmoins, Bien sûr. aujourd'hui, il y a des super des super propositions de formation pour le product design notamment. Je pense à une équipe qui est assez sympathique qui s'appelle The Design Crew. Donc leur site, c'est thedesignCrew.co. Ils ont imaginé des formations qui vont se passer sur des temps généralement assez courts. Donc c'est des bootcamps par exemple en 8 semaines sur Ok. lesquels les gens vont travailler sur des projets réels. Donc je précise aussi que les formateurs ce sont des gens qui sont des designers en activité Mmh. dans des startups très connues. C'est important, Donc hein. c'est assez intéressant de voir Mmh. que ce sont vraiment des professionnels qui sont au quotidien immergés là-dedans. Ce sont pas des professionnels de la formation, parce que parfois on pouvait avoir un peu ce phénomène dans les écoles de design. C'était plus des gens en activité, et donc des fois ils Mmh. étaient un peu déconnectés de la pratique. Ouais. Ça pouvait parfois arriver, Surtout ça va même tellement si, vite maintenant. voilà, Enfin. ça va tellement vite maintenant. Moi, je l'ai vu parce que j'ai dirigé le département design d'interaction d'une école de design comme Strat. Et Mmh. en fait, en réalité, on mixait les deux. C'est-à-dire qu'on avait des professeurs à plein temps, et on avait aussi des professeurs qui étaient des gens qui avaient une pratique de designer quotidienne. Et l'école Des insistait beaucoup intervenants là-dessus. qui. Ouais. Voilà. Donc ça, C'est- aujourd'hui, voilà, je pense qu'il n'y a Après, plus trop ce souci. c'est ça un peu le sujet aussi. C'est vrai. Enfin, nous là, ce que tu dis, ça me fait vraiment penser beaucoup à la formation au code et tout, mais tout le monde aussi, dans les gens qui sont par exemple des excellents développeurs ou peut-être des excellents designers, ne savent pas forcément bien transmettre aussi ça. Il y a aussi toujours ce sujet de la pédagogie. Donc, je pense que effectivement, c'est important de mixer un peu les Exactement, deux, ouais. quoi. Et c'est vrai que c'est important de mixer les deux, parce que la pédagogie, inversement, c'est aussi un vrai métier. Et c'est cette notion de transmission. Tout le monde n'est pas forcément capable, voilà, de, de, d'avoir une démarche pédagogique, on va dire.
Donc outre ces bootcamps, ils proposent aussi par exemple des masterclass. Bon, là j'ai parlé de The Design Crew, hein, mais j'ai pas d'action dans dans cet Ouais, institut de ouais. formation. Les écoles de design comme l'école multimédia, comme Strat, comme l'ENSI, l'école de design de Nantes développent beaucoup la formation continue. Gobelin aussi développe beaucoup Mmh. la formation continue, pour ne citer que les plus connus. Et il y a vraiment une offre de formation qui est très très diverse aujourd'hui, avec des formats qui sont qui sont vraiment très innovants et qui peuvent s'adapter vraiment aux contraintes, on va dire contemporaines qu'on a, où ben, on bosse la journée et le temps qu'on peut avoir, c'est Mmh. à la pause déjeuner, le soir, le week-end, voilà, ou sur des périodes assez courtes. Donc ça, c'est Ouais. intéressant de savoir que aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de propositions de ce point de vue-là Mmh. pour se former au design. Puis je t'ai posé une question comme ça très générale, mais en plus il faut aussi dire quand même qu'il y a aussi des formations qui sont plus spécialisées peut-être sur l'UX par exemple, ou sur la Oui, recherche utilisateur vraiment spécifiquement, ou alors, enfin voilà, donc il y a aussi ça, côté un peu, forcément en école je suppose que bah, dans des cursus plus longs on voit justement toute une panoplie un peu de ces disciplines, mais que on peut aussi plus cibler dans des formations plus courtes, c'est si ça, vraiment le domaine quoi. c'est plus à la carte en fait, parce Mmh. qu'auparavant, bon, bah, il fallait prendre un gros module de formation et c'était, on n'y trouvait peut-être pas toujours son compte parce que bon, ça pouvait être des formations plus généralistes, on va dire. Et aujourd'hui, il y a une précision dans les thématiques de formation qui sont abordées qui est très forte. Là, je vois par exemple The Design Crew propose des formations à l'UX Writing, sur le design system, sur la recherche utilisateur, sur les tests utilisateurs. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et Mmh. il y a aussi un institut de formation qui est très intéressant qui s'appelle le Laptop, qui a Ouais. été créé par Pauline Thomas. Et le Laptop propose par exemple des formations au design sprint. Ils en ont fait un peu leur marque de fabrique. Mmh. Et donc ils sont Absolument, ouais. très pointus là-dessus et on peut trouver des formations sur des compétences très très pointues et qui sont de très haute qualité. Et ça, tout ça n'existait pas il y a encore 5 ou 6 ans. Donc Mmh. Oui, ils animent même une communauté d'ailleurs d'experts, c'est du aussi X une et cetera. communauté. Ouais. C'est vraiment on avait échangé avec eux au tout début de Contournement et c'est vraiment, très chouette effectivement ce qu'ils font, ouais. Et ils font vraiment un très très bon travail d'animation de la communauté. Et à travers la formation, c'est vrai que moi j'estime que tous ces acteurs que j'ai cités ont un rôle très actif aussi dans la maturation de la profession, dans le fait que le design s'intègre de plus en plus au sein des entreprises. Jamais la formation n'a joué un rôle, je pense, aussi central là-dedans parce que ça diffuse énormément des méthodologies très pointues, parfois très innovantes, bon, comme le design sprint, bon, qui existe Mmh. depuis un certain temps, mais le fait de pouvoir mieux les maîtriser et y avoir accès, c'est un progrès absolument fabuleux. Tout à fait. Bah, écoute, ça fait une belle conclusion sur la formation. Merci beaucoup pour tout ça. C'était vraiment, passionnant de cette vision un petit peu d'ensemble et puis aussi tout ce que tu as illustré, avec, ce que vous faites chez WoodRive. Hem, où est-ce qu'on peut te suivre? Alors vous partagez un petit peu, enfin, en tout cas, toi, à titre personnel, tu écris des articles sur Medium, j'ai vu, donc ça, je Alors mettrai un voilà, lien. ouais. Où est-ce que voilà, un petit Le peu, où est-ce rythme qu'on de te suit? publication sur Medium a un peu ralenti ces derniers temps, mais je dirais que effectivement, sur la publication Medium de Designer Interactif, bah, vous pourrez retrouver pas mal des réflexions qu'on a eues aujourd'hui et aussi sur d'autres sujets. Il y a également le compte Twitter de Designer Interactif, hein, c'est @interactif. Voilà, c'est les deux principaux canaux où on peut me trouver.
OK, super, désolé, j'étais en train de de copier-coller les liens justement pour pas les oublier. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour tout ça et puis, à bientôt alors. Merci à toi Alexis, à très bientôt, au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, voilà, j'aime beaucoup, explorer un petit peu d'autres disciplines et voilà, donc j'ai trouvé ça super intéressant. En plus, voilà, Benoît a vraiment beaucoup d'expérience, donc il nous a partagé, des choses à la fois très concrètes et une vision comme ça très panoramique, je trouve, du design et des sujets de design qui nous touchent, plus directement, hein, vraiment dans la conception de produits numériques. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions. On se retrouve sur le Slack pour en parler, évidemment. Et puis, moi, je continuais quand même à inspecter évidemment toutes ces disciplines des ops. Alors, on a une vision comme ça un petit peu générale, très intéressante. Et puis, je vais continuer à creuser dès que j'aurai l'occasion de croiser des gens qui sont design ops, hein. Comme vous l'avez compris, il n'y en a pas encore tant que ça. Mais on va creuser, on va essayer de creuser de toute façon tous les sujets d'ops, que ce soit les sales ops, les RH ops, les research ops, vous avez compris, il y en a à toutes les sauces. Voilà, moi je trouve ça passionnant et donc c'est forcément vraiment un des fils rouges du podcast et comme vous le savez, c'est vraiment l'angle qu'on a choisi chez Contournement d'adresser vraiment avec les outils no-code et notre approche un petit peu no-code ops. Si ça vous intéresse, regardez nos formations sur contournement.io. Voilà, moi je vous dis merci et je vous dis à la semaine prochaine avec un invité ou des invités mystères parce que juste en fait j'ai pas regardé qui étaient les prochains au moment où j'enregistre. Donc c'est pas grave, vous découvrirez la prochaine fois. Allez, bonne semaine.